Bonjour à tous, bienvenue sur Only Legend podcast numéro 163. Nous avons parlé la semaine dernière de l'attaque, on va parler aujourd'hui de la défense. Semaines. Yep, Je suis désolé. Alors, le numéro précédent, pardon, c'est vrai. Tu veux pas recommencer du coup? Non, je recommencerai pas. Moi, c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo? Eh ben, ça va super bien. Je fais mon chieur dès le début de l'épisode, comme vous pouvez le voir. Je suis de bonne humeur parce que, comme je disais à Ellie et Plax avant qu'on lance le podcast, j'ai eu 3 semaines de boulot assez intense et je sors enfin la tête de l'autre, donc ça fait cool. Enfin, ça fait du bien, pardon, de passer. J'ai passé genre 1h30 à préparer l'épisode, à regarder des stats, des highlights. Donc, ouais, hâte d'en parler. Est-ce que tu veux nous parler de ton boulot un peu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines? Pourquoi c'était difficile? Tu peux utiliser ça comme un peu une thérapie si tu as besoin. Comme une thérapie. Écoutez, je vais vous envoyer mon LinkedIn, je raconterai tout sur mon LinkedIn. C'est les posts un peu cringe en mode je suis très fier d'annoncer que j'ai viré quelqu'un, mais j'en ai tiré 3 enseignements pour le B2C. Ouais, LinkedIn, ça devient vraiment l'enfer en ce moment. Moi, je poste beaucoup parce que mon boulot par mon boulot, je suis obligé de le faire. Et tu vois aussi de plus en plus de posts qui ont zéro personnalité, où tu vois que les mecs, ça vient de ChatGPT, qu'ils n'ont pas du tout réfléchi, et c'est très fatigant. Bref, nous avons avec nous, comme la semaine dernière, le grand Illy qui est là. Comment vas-tu, mon cher Illy, avec son petit fanion Stanford derrière? Ça va très bien. Bah oui, on représente Stanford, peut-être un des seuls fans français de cette fac. C'est clair. Mais en tout cas, je trouve très beau ce que dit Thiergo de faire une thérapie sur un podcast d'une équipe qui nous demande d'aller en thérapie après chaque match. Ça, c'est ce qu'on fait depuis qu'on a commencé ce podcast, c'est notre thérapie, tu le sais. Voilà, tout est une histoire de psychologie, de thérapie autour des Giants, c'est magnifique. On n'a pas le choix. Merci encore pour l'invitation. Eh ben, merci à toi d'être là. Plaisir. Nous allons tout de suite, avant de parler de la défense, Thiergo, je partage mon écran. J'ai mis à jour le Patreon et on n'a plus le Dexter Lawrence, on n'a plus Graham Gano, puisqu'on en avait marre de Graham Gano. J'ai décidé de le remplacer par une valeur sûre, où on est sûr que le Ron Steins, vu qu'il ne joue plus, ça ne changera pas. Tu peux nous parler rapidement, Thiergo, du Patreon et comment on peut soutenir l'ensemble du média Only a Giant? Et oui, le Patreon, pour ceux qui nous écoutent depuis un moment, vous connaissez la chanson. C'est la plateforme qu'on utilise pour que vous puissiez nous soutenir financièrement si vous le souhaitez. Il y a un système d'abonnement mensuel, mais vous n'êtes pas obligé de vous abonner sur plusieurs mois. Si vous voulez faire en one shot, vous le faites une fois, vous attendez net débité, puis vous désabonnez. Je dirais niveau Abdul Carter à 10 €, oui, pourquoi pas. J'aurais plutôt dit Brian Burns, mais je comprends très bien le choix de Plax qui a misé sur la future star de la défense. Parce que, en fait, la description, c'était la description qu'on avait mis pour Dexter Lawrence au tout début, il y a 3 ou 4 ans, et c'était celle-là, et j'ai dit, tiens, qui correspond à cette description maintenant? C'est Abdul Carter, quand même. Plus que Brian Burns, qui est quand même un peu plus vieux, qui arrive bientôt sur ses 30 ans. Exactement. Et en tout cas, on en profite encore une fois pour remercier tous nos contributeurs Patreon, qui sont soit ceux qui sont actuellement, soit qui l'ont été dans le passé. Et bien entendu, aucune obligation si vous ne pouvez pas faire le Patreon, ne serait-ce qu'un like, vous abonner ou commenter sur Twitter ou Spotify ou YouTube. Ça nous donne de la visibilité, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Oui. Tout à fait. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Si vous pouvez, sachez que ça nous aide beaucoup. Alors, on va parler de cette défense. Et avant de parler du poste par poste, on va juste faire quelques stats génériques. Et je trouve que c'est assez parlant. Et on va très vite comprendre quelles étaient les forces et les faiblesses. Et en fait, les forces, non, pas trop, parce qu'il n'y en avait pas vraiment dans cette défense. Mais surtout les faiblesses et les faiblesses, finalement. Donc, on a statistique globale, 439 points encaissés. On est 26e sur 32 en NFL. 6112 yards, on est 28e sur 32. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est contre la course, on a eu 465 tentatives de course contre nous, ce qui nous place 19e. Par contre, en termes de yards, on est à 2470 yards encaissés, ce qui nous place 31e sur 32. Ça veut dire qu'il y a une différence. On n'a pas tellement couru contre nous, enfin, pas trop mal, mais voilà, seulement 19 sur 32. Par contre, on finit quand même à 31e sur 32 en termes de yards encaissés. Ce qui nous fait 5,3 yards par course. Bon dernier, 32e sur 32e. Et du coup, vu que les équipes n'avaient pas besoin de faire autre chose que de courir contre nous, bien contre la passe, finalement, ça va, c'est pas si horrible. Seulement 550 tentatives de passe sur la saison, ce qui nous place 20e. Et c'est un peu mieux sur les yards.
On est 16e en yards encaissés avec 3642 yards encaissés. Donc là, en fait, Thiergo, sans parler même des détails des joueurs pour l'instant, on voit très vite que notre gros point faible, ça a été le jeu de course et il n'y a pas trop de discussion là-dessus. C'est ultra évident. Ouais, et c'était déjà une faiblesse en 2024. Et comme tu l'as dit, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de passer contre une équipe qui ne sait pas défendre contre la course, et puis tu n'as pas besoin de beaucoup courir contre une équipe qui va te lâcher des énormes gains. On se rappellera notamment de ce TD de, 70 ou 80 yards de Jahmyr Gibbs en prolongation. Je crois que c'est le pire. C'est le pire moment de notre défense de la saison. C'est la première action de la prolongation avec les Lions, et puis bam, TD. Et on se rappellera de Carl Banks qui, après ce match, se dit mais comment est-ce possible d'aligner une défense sans ton meilleur joueur, à savoir Dexter Lawrence, pardon, pas Lawrence Taylor. Dexter Lawrence Taylor, on va l'appeler. Dexter Lawrence Taylor. Bon, c'est plus vraiment le meilleur joueur, mais en tout cas, c'est certainement le meilleur lineman. Et contre la course, on était tout simplement nul, absent. Ouais, on va en parler de Dexter Lawrence parce qu'il a un cas qui est assez intéressant. Illy, ton avis sur cette saison? Alors juste un truc aussi peut-être quand même que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on a une défense qui a été très mauvaise pendant une grosse partie de la saison et qui a été bien meilleure, avec des stats vraiment meilleures sur les derniers matchs quand c'est Charlie Bullen qui a récupéré le play call. Est-ce que toi, tu as un avis sur ça, Illy? Tu as senti vraiment que cette défense changé entre-temps ou voilà, quelle a été ta vision du changement de coordinateur défensif? Alors, changer, oui, mais je dirais évoluer doucement. À partir du moment où Shane Bowen a quitté le poste de coordinateur défensif et que Bullen a pris sa place, on a senti une évolution. Il n'y a pas eu un changement radical, mais on a senti la défense vraiment plus intéressante et plus aussi convaincante sur les derniers matchs. Ouais. Et je trouve ta stat que tu as dit là, elle est folle. Parce que moi, de l'avis un peu que j'avais en général sur la saison, je nous trouvais aussi pas bon sur la passe. Ouais, on n'est pas bon non plus, mais moins flagrant que sur la course, quoi. Ouais, parce que sur la passe, c'est plus visible, parce que souvent, c'est des gros gains et ce genre de choses. Ouais. Mais la défense contre la course a été horrible. Ouais. Et pourtant, on a, comme tu l'as dit, un des tout meilleurs joueurs en defensive tackle. Ouais. Donc, j'attends beaucoup l'année prochaine de notre nouveau coordinateur défensif. Ça, on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais Shane Bowen a été une catastrophe et ça, on est bien content de ne plus l'avoir avec nous aujourd'hui. Ouais, en fait, je pense que quand on voit la diff qu'il y a eu avec Charlie Bullen, où des joueurs ont été beaucoup mieux utilisés, un Abdul Carter qui a été bien mieux utilisé, des joueurs qui ont été enfin tenus pour responsables des erreurs qu'ils ont fait, alors que ça n'a pas été le cas. On a continué à faire jouer des Deontay Banks pendant longtemps. Des Abdul Carter, on sait qu'il a eu des soucis pendant un moment dans le vestiaire, on ne le tenait pas responsable non plus. À un moment donné, ça ne tient pas en fait. Et ça faisait partie des raisons pour lesquelles on disait on veut absolument un head coach qui soit expérimenté, qui soit capable de mettre sa patte là-dessus et qu'on arrête d'avoir des joueurs qui sont là en touriste. Et c'est d'ailleurs, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça fait partie des choses qu'il a dit dès sa toute première conférence de presse. C'est si tu es un touriste, tu dégages, en gros, globalement, si on extrapole. Donc ça va. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, mais il y a vraiment eu cette diff de joueurs bien mieux utilisés. Et il le disait, tu parlais de Carl Banks, en fait, quand on écoute, donc il a un podcast, Carl Banks, avec Bob Papa, et il expliquait, il disait, je pense que les joueurs sont très mal utilisés, ils ne sont pas mis dans des conditions pour réussir. Et il n'osait pas critiquer, évidemment, le coordinateur défensif officiellement, parce qu'il est payé par la franchise des Giants, mais globalement, on avait bien compris que son avis, c'était quand même que c'était pas la bonne personne. Et on l'a vu tout de suite dès qu'on a changé. Charlie Bullen, d'ailleurs, qui avait été considéré comme potentiellement reprendre le coordinateur défensif et qui est un des seuls, voire le seul coach qui est encore présent dans le coaching staff des Giants cette année. Ouais. Et je voulais juste dire un truc, c'est sur cette saison, d'un point de vue défensif, une stat qui est quand même marquante, c'est qu'on a 5 matchs où on menait de plus de 10 points dans le quatrième quart-temps et on a perdu. Et on rappellera notamment... Mener de plus de 10 points dans le quatrième quart-temps, parce que mener plus de 10 points, c'est déjà beaucoup, mais dans le quatrième quart-temps, c'est fou, quoi. Voilà. Et en fait, on rappellera notamment ce terrible match contre les Denver Broncos, 26-8 à la mi-temps, qu'on perd,
Il y avait aussi 14-3 contre les Saints. Alors, c'était pas à la mi-temps, ils étaient déjà pas mal remontés à la mi-temps. Et puis 20-10 contre les Bears. Et on a parlé du match contre les Lions. On a eu. Mais le match contre les Broncos, c'est probablement le plus symptomatique. Parce que je sais plus ce qui a été la stat. C'est genre, il y avait eu 1600 matchs en NFL depuis que quelqu'un avait perdu avec autant d'avance. Et on se rappellera notamment de Brian Burns qui, dans les couloirs du stade, en rentrant en vestiaire, est en train de gueuler en disant « Putain, on a mis 8 personnes en couverture. » Et après, il a dit « Non, mais en fait, je critiquais pas vraiment la décision. » Voilà. Ouais, alors c'était clairement une critique sur Shane Bowen. Mais rappelez-vous aussi de Dexter Lawrence, où je ne sais plus exactement quelle était la question qu'on lui a posée, mais c'était une question en gros par rapport au leadership défensif, enfin au coaching défensif. Et là, on voit Dexter Lawrence qui prend 5 secondes pour réfléchir à ce qu'il va dire. Et là, il nous a fait une réponse en mode langue de bois totale, mais tu sens qu'il avait envie de défoncer Bowen. Ouais. Non, c'est sûr, mais en fait, les joueurs ne croyaient plus du tout en Bowen assez rapidement dans la saison et les schémas de jeu qui étaient appelés n'étaient pas bons du tout et ça a clairement posé problème. Et je pense que ce changement, enfin, sûrement que techniquement c'était meilleur, mais aussi dans la tête des joueurs, il fallait un changement et ils n'en pouvaient plus d'avoir ce coordinateur-là. Bon, bref, en tout cas, une défense qui a été catastrophique. Avec une meilleure défense, on gagnait facile 5-6 matchs de plus cette année, sans aucun doute, avec les prestations qu'on avait faites, qu'un attaque était, on a parlé le podcast précédent, qui était bien meilleur. On pouvait largement gagner plus de matchs que ça, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, petite question. Vas-y. On gagnait 5-6 matchs de plus. Ouais. Est-ce que Daboll était viré? Est-ce qu'on récupérait Harbaugh derrière? Moi, je l'ai déjà dit. Pour moi, si au bout de 3-4 matchs, Daboll vire Shane Bowen parce qu'il se rend compte très vite que ça va pas du tout et qu'il met quelqu'un d'autre, bon alors après il aurait peut-être pas choisi Charlie Boulan, mais que ça se passe mieux et qu'on gagne plus de matchs, non, peut-être que Daboll est encore là. Et il a choisi de se faire virer tout seul en prenant pas la décision de dégager Shane Bowen. Je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne question. Je sais pas ton avis, Thiergo, mais pour moi, il pourrait encore être là s'il avait pris les bonnes décisions. Oui, non, on est tout à fait d'accord sur ça. Et quelque chose qu'on ne comprenait pas du tout de la part de Daboll qui, en début de passage chez les Giants, était quelqu'un plein d'énergie, qui avait même un peu tendance à s'énerver. Il était complètement apathique en conférence de presse, il ne savait pas quoi dire, etc. Et on s'est dit, mais la solution, elle est là. Dégage Bowen, pourquoi est-ce que tu le gardes et non. Et bon, bah, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a été viré. Kafka l'a gardé 2 semaines de plus, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que Harbaugh fera pas ce genre de choses-là. Si quelque chose se passe mal, c'est ce qu'on avait discuté dans le podcast où on parlait un peu de Harbaugh, c'est qu'il est normalement, il est assez vite prompt à prendre des décisions. Il va évidemment au bout d'une semaine, tu dégages pas des gens au bout d'une semaine, mais s'il voit que très vite il y a quelque chose qui colle pas, il prendra la décision. Et Thiergo, tu nous avais parlé d'une saison, la saison où il gagne le Super Bowl avec son coordinateur offensif, ça se passe pas bien, il le dégage, il prend quelqu'un d'autre. Exactement. Commençons donc cette revue de joueurs par l'intérieur de la défense. Alors, il y a eu en défense beaucoup de joueurs. J'ai regardé je crois que j'ai regardé sur ce spot. Non, je ne sais plus sur quel site j'ai regardé. Bref, j'ai pris la liste des joueurs et j'ai pris ceux qui avaient fait quand même quelques plaquages parce que les mecs qui étaient là mais qui ont fait un plaquage, on s'en fout un peu. Alors, intérieur de la D-line et c'est classé par plus de plaquages jusqu'à moins de plaquages. Donc, ça montre un peu l'investissement des joueurs. Évidemment, en premier, c'est Dexter Lawrence. Ensuite, Roy Robertson Harris, Rakim Nunez-Roches, Darius Alexander, le rookie. Chauncey Golston, plutôt décevant, je trouve, de ne pas le voir plus haut que ça. Et DJ Davidson derrière. Thiergo, je te laisse nous donner quelques stats sur certains joueurs et puis on va regarder. Mais le point marquant pour moi, c'est quand même, malgré qu'il soit le meilleur plaqueur de cet intérieur de la défense, c'est quand même une saison vraiment moins bonne de la part de Dexter Lawrence cette année. Ah, mais complètement. Complètement. Et on rappellera aussi que d'ailleurs, Carl Banks avait un peu fait des commentaires en disant Dexter Lawrence, faut qu'il se bouge un peu. Lawrence avait d'ailleurs répondu gentiment qu'il pouvait aller voir ailleurs s'il y était. Alors, étrangement, Lawrence est noté par PFF comme étant le 4e meilleur joueur des Giants cette saison. Il a été titularisé toute la saison. Il fait 67,6% des snaps défensifs, ce qui est normal parce que
il y a eu des saisons où en fait il était, je crois, pratiquement à 80%, Ouais. mais pour un poste comme le sien qui est ultra physique, c'est pas tenable. Il faut qu'il soit en fait à 2 tiers des snaps, comme là, c'est ce qui est très bien. Les stats, 31 plaquages, dont 4 pour perte, 12 pressions, dont 0,5 sacs. Ça fait mal. Ouais. Et 8 QB hits. Ce qu'on note, c'est qu'il a... Alors, il y a quand même une interception de 37 yards. Hein. On Ah se oui, oui. rappellera de... Ouais, voilà. Et en fait, ce qu'on note, il y a une stat qui est très intéressante, c'est que il a fait 16 stops. Donc, les stops, ce sont des plaquages avant ou à la ligne d'engagement, la ligne de scrimmage. Il en a fait 16 en 2025. En 2024, c'était 25, sachant qu'il n'a pas fait toute la saison. Mm. Et en 2023, c'était 35. Donc, on sent que ça régresse quand même pas mal. Et puis après, il a 5 pénalités, mais bon, ça, c'est plus anecdotique. Ouais. Ouais, derrière, on a Roy Robertson arrive, donc on avait dit. Alors, je me suis peut-être trompé parce que lui, pour le coup, il a 35 plaquages, 56% des snaps, là où Dexter Lawrence était à 67, donc on voit que ça baisse aussi. 4 pressions, 3 pénalités. Rakim Nunez-Roches qui a joué que 9 matchs. Tiens, je pensais pas qu'il avait aussi peu joué finalement, ce joueur. 5 matchs en tant que starter, 23 plaquages. 11 pressions, 3 sacs. Darius Alexander, le rookie, qu'on a vu vraiment, là, pour le coup, dans l'autre sens, qu'on a vu monter vraiment en puissance au fur et à mesure de la saison. Il a joué les 16 matchs. Ah non, il a joué 16 matchs, donc il en a manqué un. Il en a démarré que 2, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu parce que la rotation est tellement grande qu'on s'en fout de savoir quel match il a starté ou pas. 20 plaquages, 11 pressions, 3 sacs et demi. Chauncey Golston, il a joué que 10 matchs, donc il a dû être un petit peu blessé. 20 plaquages. Globalement, moi, je trouve que cette D-line est... Enfin, à part Dexter Lawrence, je trouve que c'est un peu faible derrière. Je suis très content qu'on ait un Darius Alexander que j'espère va passer à un autre niveau cette année, auquel cas on aura 2 joueurs vraiment solides avec Dexter Lawrence et Darius Alexander. Le reste, je sais que Rakim Nunez-Roches, par exemple, il va être free agent cette année. J'aurai aucun mal à le laisser partir. Il va falloir renforcer ce poste-là, je pense. Toi, Ili, toi, ton avis sur cette D-line, comment tu l'as vu cette saison? Voilà, il n'y a rien de dominant depuis nombreuses années, ouais, décevant. Ouais, décevante, surtout que on arrive cette saison, parce qu'on a connu Dexter Lawrence un peu tout seul et on le voyait souvent pris en double team. Enfin, il était souvent doublé, donc on se disait ouais, c'est normal qu'il peut pas faire des grosses stats, il est toujours doublé. Mais là, on avait on va en parler après de ces joueurs, mais on avait quand même des Kevin Thibodeau, des Brian Burns et des Abdul Carter qui étaient là un petit peu pour essayer d'accaparer l'attention des O-line adverses. Et malgré ça, Dexter Lawrence fait une de ses pires saisons. Je sais pas ses stats en tant que rookie ou sur ses premières années. Mais ouais, non, mais clairement, il régresse. Est-ce que c'est une démotivation par rapport à ce qu'on disait autour de Shane Bowen? Est-ce que c'est l'âge? Parce qu'il a 28 ans, il va arriver sur ses 29 l'année prochaine. Retour de blessure aussi. Retour de blessure. Ouais. On a vu Moi, je pense qu'il y a aussi une joueurs, question de schéma défensif qui était pas bonne, qui lui allait pas aussi. Et comme tu disais, il est un peu tout seul aussi. Depuis Leonard Williams, en fait, le milieu de la défense, c'est lui et lui, en fait. Le reste, c'est quand même bien plus faible. Donc, malheureusement, toute la force offensive de la O-line se focalise sur le même mec, sauf l'extérieur. En intérieur, en tout cas, je parle. en intérieur, ouais. Ouais. Mais bon, tu avais tellement des menaces sur les extérieurs qu'on pouvait se dire qu'il allait être un petit peu plus, peut-être moins pris à deux, ou qu'ils allaient un petit peu mettre des O-line sur nos joueurs extérieurs, mais ce qui n'a pas vraiment été le cas, en fait, et il n'y a pas eu de différence de fait. Donc, pour moi, la saison prochaine va être hyper intéressante pour regarder justement un peu ce que va nous faire Dexter Lawrence. Et pour terminer sur Darius Alexander, j'attendais mieux en début de saison. Après, comme tu as dit, Plax, il a vraiment il a pris du galon, il est monté en puissance tout au long de la saison. Donc, pour l'année prochaine, je suis assez confiant sur notre potentiel à l'intérieur, surtout si Lawrence fait quelque chose, remonte à son niveau qu'on connaissait. Ouais, la D-line, ça reste quand même un poste où il faut du temps pour s'adapter à la NFL. Et c'est pas étonnant. Dexter Lawrence, sa première saison, c'était pas incroyable. Il est monté en force petit à petit. Darius Alexander, c'est pareil. Je pense qu'il est de plus en plus à l'aise. Maintenant, il va falloir quand même renforcer un peu la rotation. Il faudrait quand même qu'on ait un mec qui soit vraiment au niveau. Alors, soit c'est Darius Alexander, et tant mieux parce que ça veut dire que c'est un mec qui va pas nous coûter cher pendant encore quelques années.
soit il faut qu'on aille chercher quelqu'un. Là, on verra bien ce que va décider le nouveau coaching staff, mais voilà, en tout cas, on a changé de coach de D-line. Ça va être très différent l'année prochaine. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on ne reverra plus, ça c'est clair. La base, ça va vraiment être Dexter Lawrence, Darius Alexander. Maintenant, il faut voir ce qu'il y aura derrière, quoi. Dexter Lawrence, juste une note, c'est quand même le seul defense tackle des Giants qui a été drafté relativement haut ces dernières années, qui a eu un deuxième contrat. On pense à un Linval Joseph, par exemple, il n'a pas été retenu. Il y en a eu d'autres. Je n'ai plus leur nom en tête, mais il y l'année avait prochaine, BJ Hill qui était Ouais. bon et qu'on avait laissé partir. BJ Hill, Barry Cofield, Leonard Jonathan Williams, Hankins. il est drafté par les Giants, je me souviens plus. Non, Leonard Williams, il est drafté par les Jets et tradé aux Giants, puis tradé aux Seahawks. C'est Leonard Et en Williams que tu as parlé, Eli, ou c'est quelqu'un d'autre? Ouais, Leonard Leonard Williams, ouais. Okay. Ouais. Non, il Ouais. était drafté par les Jets. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et Jonathan Hankins, c'était pareil, drafté par les Giants. Il n'avait pas été gardé pour un second contrat parce que c'était un peu la tendance des Giants de ne pas garder des defense tackles en disant on récupère des jeunes qui ont plus d'énergie. Donc pour moi, on est potentiellement sur la dernière saison de Dexter Lawrence parce que pour vous donner une idée, en 2026, il va nous peser 29 millions dans le cap et on peut faire une économie de 22 millions en le coupant. Ouais, mais alors attention, parce que là, tu laisses partir une pièce maîtresse de ta D-line qui est déjà faible. Si tu n'es pas sûr de qui vient derrière, c'est problématique. Et je rappelle qu'on est censé avoir récupéré une ponte du salary cap. À mon avis, il va y avoir un paquet de restructurations là, dans les semaines à venir, de choses qui vont être modifiées assez largement et pour créer du cap space, parce qu'on est vraiment dans le milieu de tableau, on a très peu de masse, enfin de place. Il y a des équipes qui sont au-dessus du cap space, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. D'autres équipes où c'est l'inverse avec des Voiders à gogo, on pense notamment aux Eagles. Nous, on est vraiment au milieu de ça avec très peu de cap. Mais là, comment elle s'appelle? Donna Ponte, elle s'appelle, je crois. Oui, c'est pour ça que j'étais en train de dire, quand tu as dit une ponte du salary cap, il a fait exprès, quoi. Non, mec, j'ai pas fait exprès. Je me souvenais plus comment elle s'appelait. Donna Ponte, exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, elle est censée. Elle a été dans des équipes, elle vient de la NFL, elle a bossé à la NFL. Je sais pas exactement ce qu'elle faisait à la NFL, je vois pas trop comment elle était là-dedans. En tout cas, elle sait comment les équipes travaillent, elle sait ce qui marche pas, parce qu'elle a cette vue globale et pas une vue centrée sur une équipe, mais cette vue globale. Donc, elle arrive avec, je pense, un bagage de se dire, OK, ça va marcher. Si jamais les Voiders, j'ai eu cette discussion avec Victor pendant le Super Bowl où il disait, mais non, mais ça va pas trop nous peser. D'ailleurs, Victor, si tu nous écoutes, je te salue. Il disait, ça va pas trop nous peser parce que le salary cap, ouais, peut-être, mais ça va augmenter. Donc, ça sera moins important dans les années à venir. Mais j'ai encore regardé hier des joueurs comme AJ Brown. Ça va être, je crois, dans 4 ou 5 ans, il va encore leur coûter 20 millions, même s'ils s'en débarrassent aujourd'hui. Donc, c'est pas rien non plus. Alors, à moins que petit à petit, à chaque fois, tu fasses grossir le truc à l'infini. Mais à un moment donné, c'est plus possible. La NFL va pas pouvoir laisser faire ça, quoi. Sinon, le salary cap, il a plus de sens. Donc voilà, il faut en profiter un petit peu. Ça te permet d'avoir des fenêtres de tir pour gagner des Super Bowls, ce qu'ont très bien fait les Eagles. Ils ont réussi à gagner un Super Bowl comme ça. Si on peut faire la même chose, pourquoi pas, mais au point de vraiment mettre les 3/4 de ton salary cap dans les années à venir, ou quand même les joueurs sont plus là, parce que c'est toi, Eli, qu'on se posait la question l'autre fois, on disait, mais si tu te sépares d'un joueur qui a des Voiders, est-ce que tu récupères ces Voiders? Ben non, c'est l'équipe qui lui a fait signer ses Voiders qui garde ses Voiders. Donc ça peut être dangereux quand même, je pense. Mais bon. En tout cas, tout ça pour dire, je pense qu'il y aura des changements. Et même s'il y a des salaires élevés, moi, ça me ferait chier qu'on s'en débarrasse parce que c'est pas facile à remplacer un Dexter Lawrence quand même. Tout ça pour qu'il finisse aux Eagles et qu'il gagne un Super Bowl avec lui, et c'est bon. Ça va. Non, c'est bon. Déjà, quand on a évoqué, on parlait de Dexter, de Leonard Williams. Je vous rappelle qu'il a gagné le Super Bowl donc cette année avec Julian Love. Ça fait partie des moves des dernières années qui n'étaient pas incroyables. Hein. On a laissé partir quelques joueurs. Je trouve que voilà, on s'en mord un peu. Alors, Leonard Williams, je suis pas d'accord parce qu'on a quand même eu une belle compensation pour ce move-là. Oui. Julian Love que Leonard Williams. Exactement. Julian Love, c'était une erreur. Mais Leonard Williams. Ouais, tout à fait. Ouais. Surtout quand on voit notre, on en parlera, mais notre defensive back aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure, mais on n'a pas réussi à le remplacer pour l'instant, Xavier McKinney, et c'est le dernier poste qu'on va analyser. Deuxième poste, les outside linebackers ou edge, on a toujours du mal maintenant un peu à les appeler, en tout cas les joueurs qui sont sur l'extérieur de la ligne ou qui peuvent être un petit peu plus reculés parfois, mais globalement c'est ça. On a Brian Burns, Abdul Carter et Kevin Thibodeau. Thiergo, je te laisse là aussi donner quelques stats peut-être sur ces joueurs. Quelques stats, Brian Burns. Thibodeau, malheureusement, je suis désolé, mais je suis pas sûr qu'il va faire long feu chez nous. Mais bon.
Donc, Burns, c'est notre Defensive Player of the Year. Je pense que de ce côté-là, il n'y a aucun doute. 16 plaquages et demi, 41 pressions au total, hein, c'est quand même pas mal. Il a 6 matchs à plus d'un sac. Donc, Washington, Philadelphie, la victoire, Denver, Green Bay, Minnesota et les Raiders. Les Raiders, c'est 1,5, mais bon, c'est plus d'un sac. Il a une seule pénalité. Neutral Zone Infraction. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que vous connaissez la différence entre Neutral Zone Infraction et Offside? Il y en a une, tu touches le joueur en face et l'autre, tu le touches pas? Non, ça c'est encroachment quand tu touches. C'est encore pire. J'ai vu une vidéo humoristique sur ça d'ailleurs. C'est pas une question que offside, c'est que pour l'attaque et le... Non, parce que tu peux avoir un defensive offside. Ça D'accord. existe le defense. Ok. En fait, c'est tout simplement le moment où la balle est snappée. C'est-à-dire que si le gars rentre dans la zone neutre clairement avant le snap et provoque un false start, c'est neutral zone infraction. Si par contre, en fait, tu rentres dans la zone une demi-seconde avant le snap et qu'il y a le snap, bah là, tu es dans free play et dans les deux cas, c'est 5 yards. Mais voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on voit le O-line qui essaye de toucher le joueur parce que si le joueur avance, qui touche personne et qui revient en arrière et que le ballon n'est pas snappé, il n'y a pas pénalité. Si je dis pas de bêtises. Tu peux revenir et te replacer. Et en général, le O-line, s'il voit le mec arriver, il le touche pour. Voilà, en fait, t'es obligé de. C'est-à-dire qu'en fait, c'est si tu rentres dans la zone et que tu reviens en arrière, il n'y a pas de pénalité, sauf si le line a bougé ou t'as touché. Ah oui, voilà. Ou que le ballon est snappé, ouais, en effet. Ouais. Ou que le ballon est snappé, exactement. Ouais. Petit instant arbitrage. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est le bordel parce que ça se joue à pas grand-chose. Il y a plein de termes pour quasiment pareil au final. Tout ça pour dire je vois très bien la vidéo dans laquelle tu parles. Du gars, il fait oui, alors du coup, si tu rentres dans la zone, c'est quoi? C'est un offside. No. Et si tu rentres à tel moment, mais non, ce n'est pas un offside. Je l'ai vu aussi. Marrant, il est trop drôle. Avant, il faisait ça sur les prononciations. On l'a tous vu si on va sur Keyscroll, c'est sur les prononciations. Tu rajoutes une lettre, d'un coup, le mot il change complètement. Et il l'a fait sur des règles de NFL et il l'a fait sur les pénalités défensives, les passes interférences. Ah ouais. D'ailleurs, à un moment donné, c'est les Giants où là, il montre une passe interférence. Donc le mec, il dit OK. Et après, il montre les Giants où tu as, comment il s'appelle notre corner intérieur là, qui avait fait une faute de fou sur une troisième tentative. Hein? Non, c'était avant lui, je sais plus qui était avant lui, mais bref. Et là, il dit, donc là, c'est pas interférence. Bah non, pourquoi tu penses ça? Pas du tout. Et après, il y a une autre faute où c'est le mec qui se fait éclater les Rams là en playoff, vous étiez abusé. Enfin, ouais. C'est assez rigolo. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. En tout cas, pour revenir un peu sur les stats, Carter. Alors Carter, j'ai vu des stats différentes. Il y en a qui parlaient de 66 pressions. J'ai vu 34 pressions ailleurs. Mais en tout cas, Carter, je crois qu'on avait parlé un peu entre nous en disant, il y avait un peu cette frustration de se dire, putain, en fait, il met plein de pression, mais il n'arrive pas à convertir en sac. On a aussi vu que Abdul Carter a été, il y a eu des holding penalties qui n'ont jamais été flaguées, qui étaient absolument flagrantes. Ouais. Il a commis pas mal de pénalités, 5 pénalités pour offside, toutes. Et puis, il y en a qui nous ont coûté des interceptions d'ailleurs. Ouais. Et puis, enfin, on va parler de Kayvon Thibodeaux, on a parlé un peu. Il n'a pas fait toute la saison, il s'est blessé contre les Bears. Il a eu un bon début de saison et puis après, on le voyait moins. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué chez Kayvon Thibodeaux, c'est Kayvon Thibodeaux qui a forcé un fumble sur un touche-push des Eagles qui a été absolument volé par les arbitres parce que les arbitres ont décidé qu'il y avait forward progress. Alors que non, c'est clairement pas. Il y a eu la même chose quelques semaines après et le fumble a été validé d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que c'était les Bears. Je sais pas, mais les Giants ont jurisprudence en NFL, c'est cool. Hein, mais... Ah ouais, non, c'est clair. Donc voilà quelques stats. Tu as dit que Abdul Carter était 5e meilleure note PFF de notre défense, du coup? Non, je ne l'ai pas dit, mais c'est un bon point pour un rookie qui, au final, c'est marrant parce que Carter, en fait, on se dit, il a une saison rookie qui est bonne, mais sans être ouf, mais en fait, il a des stats qui sont quand même pas mal. Non, moi je trouve qu'il a été bon. Même si les stats ne sont pas là derrière, il a été très impactant et il a provoqué beaucoup de fautes, comme tu l'as dit, et beaucoup qui n'ont pas été sifflés, ça malheureusement, mais ça arrive souvent que tu regardes les replays, tu dis mais c'est pas possible, comment l'arbitre ne voit pas ça, quoi. Ça c'est assez fou. Ili, ton avis sur t'as ton maillot Kayvon Thibodeaux. Moi j'adorerais qu'on reconduise les trois parce que les trois ça fait un trio qui est quand même assez fou. Maintenant est-ce qu'on aura l'argent? Je suis pas sûr. En tout cas il est encore là une année, Kayvon Thibodeaux, mais donc ça peut potentiellement être l'année où tu te dis on va peut-être le trader parce qu'après il est free agent, je ne sais pas. En tout cas moi, ça me dérangerait pas qu'on reconduise ces trois joueurs là pour cette année parce que je pense que c'est vraiment difficile d'avoir, tu peux pas avoir l'œil sur tout le monde en même temps, c'est trop difficile. Et même si notre coordinateur défensif n'a pas été capable d'appeler les bons jeux, on a vu qu'en fin de saison ça avait été quand même pas mal changé.
Ouais, ton avis, toi, sur ces 3 joueurs-là, et comment tu sens, si on les reconduit tous les 3, est-ce que tu sens que ça peut donner quelque chose la saison prochaine? Alors oui, en effet, on voit pas mal de rumeurs de trade, de potentiel de Thibodeau. Ça me ferait un petit peu mal. J'aimerais, évidemment, au vu de mon maillot, qu'on garde les 3. Ce serait con d'avoir acheté un maillot pour rien, quoi. Ce serait dommage. Ouais, bon, en plus, surtout que c'est un cadeau, celui-là, donc ça me ferait un peu mal. Je vais faire un peu mon sorcier fou de Madden, parce que je joue beaucoup à Madden, et c'est possible, sur Madden, de mettre un Abdul Carter à l'intérieur de la ligne, et d'avoir un Thibodeau et un Burns sur les côtés. Les mecs, ils l'ont fait cette année plein de fois. Oui, et sur Madden, je l'ai fait, et j'ai gagné le Super Bowl. Bon, après, on va me dire, c'est Madden, hein, mais c'est Non, mais en tout cas, attends, juste pour revenir sur ça, ce que tu dis, c'est ouais. ultra malin, ils l'ont fait plein de fois. Il y a eu plein de fois où Abdul Carter, il est au milieu, et en fait, le truc, c'est que Abdul Carter, c'est très difficile pour un centre de l'arrêter ou un garde parce qu'il est trop rapide, en fait. Et on a vu plein de fois où il met une feinte et il part de l'autre côté, et ça marche super bien. Il est rapide, il est fin, il a des appuis qui sont forts, donc il peut changer très vite de direction, donc c'est hyper intéressant de l'avoir pour moi dans la ligne, ou même des fois, je te dis, je l'ai même reculé un peu en poste Mike ou Will pour les adeptes de Madden, mais qu'on garde les 3 et qu'on voit ce que ça peut donner avec un coordinateur défensif qui a un peu de bouteille, même si c'est pas non plus le plus expérimenté qu'on a récupéré, mais qu'on tente quelque chose. Pour revenir après sur Carter, j'avais de grosses attentes en début de saison parce qu'il était annoncé comme le meilleur joueur de la draft. Ouais. Je me souviens, c'est ce qui était dit. C'était compliqué en début de saison. Il y avait ces histoires d'implication, des réunions dans le vestiaire, etc. Des fausses rumeurs qui regardaient du Ouais, corps. est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux ouais, c'est un peu ce qui traînait. C'était un compte parodique, le truc. Mais oui, mais les gens, ils se font avoir à chaque fois, toujours par le même compte en plus. C'était de la connerie, mais ça a un peu entaché, enfin mine de rien, ça entache l'image d'un joueur qui avait beaucoup d'attentes sur lui et qu'au final ne délivre pas dès les premiers matchs, mais c'est un rookie, donc on pouvait s'y attendre. Et sa fin de saison, encore une fois, est-ce que c'est grâce au départ de Shane Bowen, sûrement, je pense, mais qui a été bien meilleur. Donc sur nos outside, vraiment, si on peut les garder, ça serait parfait. Brian Burns, c'est pour moi le meilleur des joueurs des Giants la saison dernière. Oui. C'est le mec qui tire une équipe vers le haut, et ça se voit aussi dans le vestiaire. C'est un mec qui emmène l'équipe avec lui. On a en attaque, on a des mecs comme Dart, en défense, on a des mecs comme Burns. Ouais. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des mecs comme ça aussi, un peu en defensive back, mais ça, on en parlera après. Donc vraiment, à mon avis, c'est notre meilleure cellule défensive, c'est sur nos outside. Clairement, je suis d'accord avec toi. Rien à dire là-dessus. Et je suis archi confiant pour Abdul Carter l'année prochaine. Je pense qu'il a eu un déclic en milieu de saison, enfin 3/4 de saison, on va dire, où il a plus parlé le dernier match de la saison quand on a gagné. Il a même parlé devant tout le monde, et il a été en interview après où il expliquait, voilà, je me suis senti mieux. Il a vraiment expliqué qu'il a mûri aussi dans sa tête, et je pense que c'est juste ça. C'était juste un problème dans sa tête. Là où Deontay Banks n'a jamais eu ce switch mental là. Je pense qu'il est arrivé là un petit peu, il s'est vu un peu trop beau, il a eu besoin d'être un peu remis. Il a été, d'ailleurs, attends, 2 fois sanctionné par Kafka, tu l'as noté dans les notes, Thiergo. Il avait besoin de ça à un moment donné, il a su se remettre en question, il a su réfléchir, et quand il a, à un moment donné, dans la saison, il arrivait avant tout le monde, il repartait après tout le monde, il travaillait plus, etc. Et ça s'est tout de suite traduit par du mieux sur le terrain. Donc, moi, je suis vraiment pas inquiet. Ouais, voilà, il avait besoin de ça, et même sans ça, il était déjà intéressant. Maintenant, je pense qu'il peut vraiment exploser la saison prochaine. Ouais. Sur le poste de linebacker maintenant, donc plutôt linebacker intérieur, on a pas mal de joueurs, il y a eu beaucoup de rotations et ça a été un beau bordel, et il y a des mecs là-dedans, je savais même pas qu'ils avaient joué pour nous, très honnêtement, je vais vous donner des noms, mais Bobby Okereke, alors là oui, c'est le leader et c'est le plus gros plaqueur de notre défense, qui avait fait 100% des snaps l'année dernière. Darius Muasau, donc qui était dernier ou avant-dernier tour l'année dernière. Demetrius Flanagan Falls, Zaire Barnes, Neville Hewitt, Swayze Bozeman, et malheureusement Micah McFadden, qui était censé être le bras droit de Bobby Okereke, qui a été blessé dès le premier match de la saison. Thiergo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette escouade de linebacker où on a quand même senti un peu un manque de profondeur, et ce serait pas mal qu'on arrive à se renforcer à ce niveau-là. Bobby Okereke, moi je le trouve très bon, enfin intéressant, pas très bon,
pas assez dominateur, en tout cas pas comme il l'a été fut un temps. Mais il fait quand même un paquet de plaquages. Hein. C'est le meilleur plaqueur de notre équipe. Mais c'est pas étonnant pour un middle linebacker. En fait, Okereke, moi je trouve que ça reste quand même une valeur sûre. Sans qu'il soit un excellent middle linebacker, c'est un capitaine défensif, vraiment un leader. D'ailleurs, 99% des snaps défensifs ont été joués par Okereke. C'est le seul à avoir fait plus de 1000 snaps. Et en plus de ça, il faisait 19% des snaps en special teams, ce que je trouve assez dingue. Ah ouais Ouais, donc tu l'as dit, c'est le meilleur plaqueur et c'est vraiment son domaine. Hein, c'est la défense contre la course. On a vu que par contre, défense contre la passe, malgré 2 interceptions, il concède environ 70% des passes tentées dans sa direction. Il a lâché 450 yards et 2 TD, mais c'est pas son truc. À ses côtés, moi j'ai trouvé Muasau intéressant parce que pour rappel, Muasau, on l'a drafté l'année précédente en fin de draft, 6e ou 7e tour. On n'attendait pas, personne ne le connaissait. C'était un de ces joueurs. Tu sais, parfois, quand tu vas sur NFL.com chercher le scouting report d'un joueur, tu as des joueurs qui sont draftés et personne n'a de scouting report sur eux. Bah, lui, c'était son cas. Même pas l'image du gars, tu sais, tu as la vieille photo lambda avec une forme de tête. Ouais, voilà. Donc, Muasau, il a fait 12 matchs, 11 comme titulaire, 58% des snaps, c'était intéressant. Après, les autres dont tu as parlé, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des mecs de rotation qu'on a pris un peu pour combler les trous, hein, clairement. Hein. Exactement. Flanagan Falls, il était là en contrat d'1 an, à mon avis, il ne restera pas. Zaire Barnes, il était dans le practice squad, c'est 80% de passes complétées dans sa direction. Bon, c'est anecdotique, mais j'aimerais juste noter quelque chose, c'est que j'ai vu passer un tweet très intéressant sur Harbaugh, qui dit qu'en fait, Harbaugh est arrivé chez les Ravens, il avait Ray Lewis. Hall of Famer. Ah, il y avait Ray Lewis jouait encore quand Harbaugh est arrivé. Putain, la vache. Okay. Ray Lewis part. Les Ravens prennent un linebacker en premier tour qui a été, je ne sais plus qui c'était, qui était assez bon. Quand lui il est parti, ils ont réinvesti dans un mid-linebacker. Tout ça pour dire. Alors, ils n'ont pas forcément été tous bons, mais tout ça pour dire que pour Harbaugh, c'est ultra important d'avoir un très bon middle linebacker. Alors, c'est pas forcément dire qu'on va en prendre un à cette draft, mais juste petite question pour vous. Savez-vous en quelle année les Giants ont drafté un inside linebacker de premier tour pour la dernière fois? Est-ce que c'était avant 2000? Oui, c'était avant 2000. Ma réponse dit avant 2000. Alors. Non, je sais pas, 98 ou 99. Est-ce que Jesse Armstead, il était middle linebacker, il était linebacker intérieur ou pas? Oui, mais pas au premier tour. Il n'a pas été drafté au premier tour. Je vais te dire dans les années 90, sans donner une année précise. C'était avant 90? C'était avant 90. Wow, comment tu veux qu'on sache, mec? Oh là, oui. C'est le monsieur qui est juste là, Carl Banks, 1984. Putain, qui est le dernier middle linebacker à être drafté par les Giants au premier tour. Il n'y en a plus eu depuis. Donc peut-être que ça a changé avec Harbaugh. Mais il était pas middle linebacker, Carl Banks. Non, d'ailleurs, non. Mais ma question c'était inside linebacker. Ok. Donc, ça c'était une sacrée stat. Punaise. Voilà. Monsieur Histoire. Exactement. Non, mais tout ça pour dire qu'en effet, pas beaucoup de profondeur. Ili, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de cette escouade. En tout cas, c'est intéressant ce côté d'avoir besoin de ce middle linebacker. La question, c'est est-ce qu'il pense qu'Okereke peut avoir ce rôle-là? Ili, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ces linebackers? C'est des mecs qu'on voit pas trop finalement. Tu vois, des Flanagan Falls et Air Barnes, c'est pas des mecs qu'on entend beaucoup dans les commentaires quand on regarde les matchs. Voilà, à part Okereke, globalement. Ouais, complètement. Et puis Okereke, je vais être un peu chauvin dessus. Forcément, il vient de Stanford, donc je vais en dire que du bien. On les a pas trop vus. Pour moi, le boulot a été plutôt bien fait de la part de Bobby. Après, les autres, Muasau, je suis très mitigé dessus. Et il faut pas oublier qu'en effet, on a perdu McFadden dès le premier match au bout de 4 ou 5 snaps. Ouais. C'était au niveau des middle linebackers. Début de l'année dernière, c'était pas une préoccupation pour moi avec ces deux joueurs-là. Je me dis, si McFadden revient à un bon niveau et qu'on arrive à trouver un petit mec de rotation derrière eux, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Ça va faire le boulot. Ouais, là, ils évoquent dans les potentialités de descendre un peu à la draft pour prendre un middle linebacker. Au premier tour? Apparemment, il y a des mecs qui ont l'air pas mal sur cette draft. Si on descend un peu, je sais pas. Ça ferait chier d'en prendre un avec le pic qu'on a, mais je crois pas que ce sera le cas. Hein, d'ailleurs. Je reste sur ce que j'avais dit la dernière fois. J'aimerais
je partirais plus sur un safety ou Ouais, parce que un comment il corner. s'appelle le safety là dont tout le monde parle Ouais, qui est super fort là, je me souviens qui est plus. annoncé comme le meilleur joueur de la draft aussi, comme Ouais, Edmond voilà. Carter à l'année Après, dernière. et de toute façon, Arbo l'a dit, hein, il a dit moi, à ce pic-là, je prends le meilleur joueur disponible. J'essaye sûr. pas de. Pour moi, c'est un mec que tu envoies. Caleb Downs. Caleb Downs, ouais, c'est ça. Caleb Ouais. Downs, ouais. Ouais. Il dit quand tu piques aussi haut, faut que ce soit un mec qui va marquer la franchise, quoi. Donc voilà. Bien Après, sûr. bon, tu peux très bien te planter, évidemment. Mais bon, globalement, Muassa, moi je trouve que par rapport à la position où on l'a récupéré, c'est très Oui. bien ce qu'il fait. Oui, Maintenant, c'est vrai. c'est dur de t'appuyer que sur ça. Je rappelle que pendant un temps, notre middle linebacker, c'était Mr. Irrelevant et on n'avait que ça. Hein, et c'était vraiment un enfer. clair. Hein. C'était... Ouais. Bref. Donc bon, on a quand même du mieux avec Okereke. McFadden, je crois qu'il est free agent là. Donc est-ce qu'on va le re-signer sachant qu'il vient de se blesser? Ou est-ce qu'on peut l'avoir pour pas trop cher parce que d'autres équipes n'ont pas trop envie de mettre trop cher sur un joueur comme ça? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on le garde quand même. Je l'aime bien, McFadden. Et... Il est free agent là? Je crois. Ouais. Je crois, ouais. Ouais. Ah, merde. C'est à mon avis, t'es McFadden, tu re-signes un Pour petit pas grand-chose, contrat ouais. d'un an, un petit contrat d'un an avec les Ouais. Giants qui te connaissent bien pour relancer ta carrière. Ouais, je suis d'accord. Ça va être ça. Ça peut être un bon plan. Et envoie-lui un petit texto, Thiergo, pour lui dire Ça marche. Je le fais de ce pas. Passons au cornerback. Alors là, on va passer cornerback et safety. C'est les deux. Il y a beaucoup de choses à dire. La quintessence. Mamma mia. Vous citez les cornerbacks. Donc, Paulson Adebo, qu'on a fait venir des Saints cette année pour être notre cornerback 1. Est-ce que c'est vraiment un cornerback 1? Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Andrew Phillips, Cordell Flott, Deontay Banks, Corey Black, le rookie, Rico. Alors là, après, on arrive sur des mecs Rico Payton, Art Green et Nick Jones. On a eu besoin de faire de la rotation. C'était compliqué. À un moment donné, on n'avait plus personne. Il y a eu pas mal de blessés. Paulson Adebo a été blessé. Cordell Flott a été blessé. Cordell Flott qui a été très bon, qui était notre meilleur cornerback cette année, clairement, qui est free agent et beaucoup pensent qu'on ne le re-signera pas. C'est compliqué quand même. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai cornerback 1 digne de ce nom, comme d'autres équipes ont pu en avoir, des mecs infranchissables qui se mettent sur le meilleur receveur adverse. Je vais commencer par toi, Eli. Quel est ton avis sur cette escouade de cornerback? Moi, je trouve quand même globalement assez faible et des Deontay Banks qui nous ont cassé les couilles pendant toute la saison. Quoi. Ouais. On est allé chercher en effet Paulson Adebo. Je vais faire encore mon mec chauvin parce qu'il vient de Stanford lui aussi. Mais... On bat les couilles de Stanford, arrête de nous parler de Stanford. Ça, il va falloir clipper. Je m'en bats les couilles. J'en profite, je fais ma pub. On l'a pris pour être numéro 1, mais pour moi, c'est clairement pas un numéro 1. C'est sûr qu'on n'a pas aujourd'hui de cornerback numéro 1. Deontay Banks, on l'a chopé, mais c'est... on l'avait pris à la draft, c'est une calamité totale. Le mec, on sait pas ce qu'il fait sur un terrain, c'est pas possible. Et lui non plus, il sait pas ce qu'il fait, je te rassure. Hein. Alors si, on peut quand même noter un truc cette saison. Il a retourné un coup de pied pour t'aider. Voilà. Alors du coup, moi je suis d'accord avec toi. On peut le signer pour 1 an, 1 million et il nous fait nos kick returns. Pas de problème. C'est ça. On le met avec... non, même pas. Osleski, on le passe en receveur et puis on met... Tu as toujours deux mecs avec le nouveau kick-off. Tu as toujours deux gars. Tu as Olszewski et tu as Banks. Ça me va très bien. 1 million avec un cornerback remplaçant, ça me va. Pas de souci. Voilà. Et on le prend pour 1 million, c'est très bien. Mais donc oui, c'est une escouade qui est pour moi décimée, sans réel leader. On les a vus sous Shane Bowen faire des Prevent 8 ou des Prevent 9, même des Prevent 11 si tu veux. Mais ça, c'est pas de leur faute malheureusement. Hein, mais mais même là, ils étaient incapables de choper des ballons. C'était terrible. Ça faisait mal au cœur de voir ça, c'était horrible. Pour moi, c'est vraiment des scènes de guerre qui me remontent en tête à chaque fois qu'on me parle de l'escouade défensive et des cornerbacks. C'était catastrophique. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'était surtout ça en fin de match quand Shane Bowen décidait de la jouer petit bras? Ouais, mais il l'a joué petit bras, mais eux, ils se chiaient dessus aussi. Les mecs rentraient au vestiaire avec leur futal rempli, quoi. C'était vraiment... Moi, je pense quand même. C'était terrible. Je pense qu'ils c'était pas terrible au niveau cornerback. On a quand même Flott qui a fait le taf largement. On a Adebo qui était pas si mauvais que ça. Mais je pense que c'est beaucoup dû aux appels de jeu aussi qui n'ont pas été bons au bon moment et qu'on avait moyen de faire beaucoup mieux.
si on avait appelé des jeux de manière plus intéressante et mieux adaptée. Mais Je suis d'accord, mais je les dédouane pas non plus complètement. Il y a un 60% Bowen et 40% joueurs. On peut pas les dédouaner totalement. C'est cornerback. Bah, on va dire Je suis d'accord avec alors, Lily. à Debo, je suis d'accord pour dire que c'est pas si terrible que ça. On attend plus d'un joueur qui a été signé 3 ans, 54 millions, dont 38 millions garantis, bien entendu. Clairement, le meilleur cornerback de cette escouade, c'est Cordell Flott. Cordell Flott, pour vous donner une idée, Adebo, c'est 66% de passes complétées dans sa direction, 645 yards, 3 TD concédés. On va dire que le seul point positif d'Adebo, c'est qu'il a eu que 3 pénalités pour defensive pass interference. Alors, je ne sais pas si c'était des justifiés ou plus. L'année précédente, et d'ailleurs, c'était une de nos sources d'inquiétude, il en avait eu 9 chez les Saints. Donc, grosse amélioration. Mais Cordell Flott, 51,6% de passes complétées, 465 yards, 3 TD concédés aussi. Mais c'était clairement notre cornerback 2. On a mis trop de temps à le titulariser parce qu'il y avait une pression interne pour garder Deontay Banks. Deontay Banks, c'était simple. À chaque fois, il le mettait sur le terrain en 3e tentative. Tu voyais la défense qui était en cover 0. Qu'est-ce qu'il faisait, le quarterback? Il l'envoyait sur Deontay Banks parce que le gars est incapable de repérer le ballon. Ouais. Et même quand il le repérait, il ne lève pas les bras. Enfin, il est débile. Il est franchement débile. Donc, c'était catastrophique. Et dernier point, Drew Phillips. C'est vraiment une tackling machine. Mais par contre, il n'est pas bon. Ouais. Quand tu joues 70% de passes complétées dans sa direction, c'est quand même assez catastrophique. Mais hyper intéressant sur les blitz de cornerback. Ouais, ça, je suis d'accord, Phillips. Bien utilisé, c'est fort. En plaquage pour perte, il en fait un paquet. Et il y a des jeux où c'est des espèces de screen où le mec est un peu tout seul et il arrive à se débrouiller pour faire le plaquage. Franchement, il faut juste l'utiliser correctement, mais c'est un joueur qui est quand même intéressant. Il a fait 32 stops cette saison. Donc, plaquage à la ligne ou juste derrière, assez énorme. Par contre, un truc qui m'a choqué, je ne me rappelais pas qu'il avait été autant pénalisé. Il a 10 pénalités. C'est le 4e pire cornerback de la ligue. Ah, mais c'est toujours le même problème avec nos corners, nos nickels. C'est toujours pareil, quoi. C'est comment il s'appelait le mec qui était là avant, qui venait du UCLA, là, qui n'arrêtait pas d'être pénalisé. C'est lui, qui avait fait la faute, qui n'avait pas été sifflé contre les. Je ne me rappelle plus. C'était. Un petit de UCLA. Ouais, il faisait pénalité sur pénalité, c'était horrible. Et souvent en 3e tentative. C'est clair. Non, mais du coup, Drew Phillips, c'est un peu pareil, malheureusement. Et, il est meilleur quand même, je pense. Et c'est un meilleur plaqueur aussi. Mais c'est un peu ce joueur-là en meilleur. Bon, voilà. Mais on est d'accord qu'on n'a pas vraiment de cornerback numéro 1 depuis. Je me Darnay Holmes. Darnay Holmes, merci. Il y avait Jack Rabbits, mince. Ah oui, mais lui, c'était pas un slot, c'était. Non, mais il parle de cornerback 1. Comment il s'appelle? Comment il s'appelait? Ah oui, tu veux dire, oui. Ah, j'ai oublié. Putain. J'ai que son nom en tête. Sur le Discord, on a un de nos fans qui est fan des Giants parce qu'il connaissait Jack Rabbit. Alors attends. Jack Rabbit, Giants, Janory Jenkins. Voilà. Lui, c'est vrai qu'il était pas mal. On l'avait fait venir l'année où on avait beaucoup dépensé sur notre défense et où il y avait le match à Londres contre les Rams et on avait été en play-off en ayant une très bonne défense et une attaque qui ne marquait pas beaucoup. Ouais, Bradbury, c'était bon aussi. C'était bien aussi. C'était bien. Bradbury, ouais. Mais on a rarement eu de vrais cornerback 1 ultra dominants. Moi, de souvenir, après, tu n'as peut-être pas forcément besoin de ça pour gagner, mais bon, il faut quand même des corners solides. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à avoir de stabilité à ce poste-là depuis longtemps, et ça, c'est compliqué. Dernier poste où on n'a pas de stabilité non plus, puisque Joe Schoen a décidé qu'il fallait garder personne et les remplacer sans y arriver forcément. Et je trouve que ça fait partie, malheureusement, des gros points faibles de Joe Schoen, c'est qu'il n'a pas réussi à avoir des joueurs vraiment solides au poste de safety. Donc les safety, c'est Dan Belton, Tyler Nubin, Javon Holland, et après on a des mecs, Raheem Lane et Bo Braid qui ont joué aussi. Javon Holland, c'est globalement très décevant par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce qu'on a payé. Enfin, on laisse partir
un McKinney, on paye un mec au prix qu'on aurait pu garder McKinney et finalement c'est beaucoup moins bon. Tyler Nubin, on attendait beaucoup, ça a été très décevant depuis qu'il est là aussi. Le seul que je trouve bon par rapport à là où on la pique et ce qu'il nous produit, c'est Dan Belton, qui est le deuxième meilleur plaqueur cette année, juste derrière Bobby Ekereke. Voilà, donc bon. Thiergo, ton avis sur nos safety, je trouve que c'est des joueurs qui sont bons dans la boîte, mais qui en vraie position de safety sont pas ultra forts. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Nubin, d'ailleurs, a été très, très utilisé en blitz. Il a fait 20 blitz, tout ça pour seulement 2 pressions. Mais à la passe, c'était catastrophique. 73% de passes complétées, pratiquement 300 yards et 4 TD. Javon Holland, pas tellement de passes complétées, 51%, mais seulement 35 tentés dans sa direction pour 239 yards et 1 TD. Mais bon, quand ça prend l'eau du côté de Deontay Banks, du côté de Drew Phillips ou autre, tu n'as pas forcément besoin d'attaquer le safety. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique que du côté d'Adebo, ce n'était pas si catastrophique que ça, parce qu'il y avait une double team sur Adebo Holland sur le receveur numéro 1. Enfin, voilà. Et Belton, qui est en fin de contrat, mais qui est un excellent plaqueur, qui pour moi devrait rester dans la rotation, parce que c'est un beau joueur, mais ça va être cher. Surtout qu'il faut aussi garder Cordell Flott. Ouais, mais Cordell Flott, je suis pas sûr qu'il reste non plus. Et Jermaine Elumuneur a re-signé aussi. Enfin, on fera, peut-être qu'on aura le temps de faire un podcast pour parler de tout ça. Ouais. Ça va être compliqué. Ton avis, Eli, toi, sur ces safety, qu'est-ce que tu en as pensé? Rien de trop grave, rien de trop bon non plus. Belton, bon joueur, qui pour moi, en effet, si on peut essayer de le signer pour pas trop cher, ça serait intéressant. Hollande, c'est un peu dommage, en effet, comme tu disais, on laisse passer McKinney qui fait des merveilles à Green Bay, et on signe un joueur comme Hollande pour le même prix, qui au final fait moins. J'ai pas trop de choses à dire vraiment sur les safety. On parle aussi du coup d'en prendre un à la draft. Donc si l'idée de Harbaugh est de récupérer un gros joueur dans les premiers tours à ce poste-là, pourquoi pas laisser partir justement Belton et puis restructurer le contrat par exemple de Hollande. Ça peut être des choses qui peuvent être faites et intéressant pour libérer du cap space pour d'autres. Donc pas grand-chose à dire dessus. Ouais. En tout cas, par rapport à ce qu'on a investi, ça aurait pu être meilleur. Décevant, ouais. Je suis d'accord. On a fait le tour de tout ça. Thiergo, tu voulais parler un peu des special teams pour finir ce podcast? Ouais, special teams qui a été je pense que le seul point positif, c'est notre long snapper dont on n'a pas du tout entendu parler toute la saison. Chaque fois, on dit pareil tous les ans. Ça fait 6 ans qu'on dit ça. Il est toujours là. Mais au moins il est fiable. Non, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de nommer tous les kickers que nous avons eus en 2025? Non. Alors, Graham Gano, Yongo Eku, Ben Souls. Voilà, c'est les 3 seuls que j'ai en tête. Et il y en a un no-name aussi qui est venu taper. Il en manque combien là, Thiergo? Il en manque 2. Ah, il y a eu le mec irlandais ou écossais, non? Ouais, Jude McAtamey. Voilà, c'est ça. Et il en reste un? Ouais. Et c'est le no-name, là, je sais plus. Bah alors là. Ah, il n'est pas no-name par contre. Ah ouais? Il est connu? On va dire que oui, il est plutôt connu. Il a joué où avant? Alors, j'ai pas sa fiche de où il a joué où avant. Par contre, je vais vous dire à quel moment on l'a vu. On l'a vu contre les Chiefs. Je sais plus. Il s'agit de Jamie Gillan qui a loupé un extra point contre les Chiefs. Ça compte. Jamie Gillan a tiré pour les Giants. D'ailleurs, Jamie Gillan a quand même fait 40 kick-offs. Et puis, j'en ai profité pour regarder un peu ses stats comme punter. Bon, bien entendu, Jamie Gillan, c'est pas terrible. Il fait 44,5 yards par punt, sachant que la moyenne est à 47,4 et que les meilleurs punters sont à 51,7 yards par punt chez les Cardinals et les Packers. Savez-vous d'ailleurs que Jamie Gillan a aussi 13 yards négatifs de course? Parce qu'il s'est fait plaquer, c'est quoi? Ah non, parce qu'on a eu le fameux kick de Yongweku qui a été complètement foiré. Du coup, c'est lui qui récupère la balle et qui... Exactement. Ou d'ailleurs, ce superbe Yongo qui après dit « Ah ouais, mais en fait, c'était pas bien tenu, donc du coup, j'ai... »
Mais non, mais en fait, le truc, c'est que même si c'est pas bien tenu, tu t'attends à quoi en ne tapant pas dans le ballon? Qu'est-ce qui va se passer? C'est Bah oui. Non, complètement mais idiot. surtout, c'est la première fois depuis que je suis la NFL, et je pense que pour toi qui es celui qui le suit depuis le plus longtemps, le Plax, que je vois un kicker taper dans le gazon, quoi. Non, mais oui, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors attends, autre chose qui est du jamais vu, par contre, et là, ça ne nous concerne pas, c'est de faire 0 interception dans la saison. Et ça, c'est nos amis des Jets qui l'ont fait cette année. Donc, comme quoi, c'est pas que nous. Ouais. Ils ont les stats graves. On n'a pas fait 0 interception l'année dernière. On en a fait en fin de saison. Mais alors, on juste a pour fait en info fin de sur saison. cette partie Special Teams, on a beaucoup critiqué, il y a eu des problèmes de gestion. Je m'attends, en tout cas, j'espère très fortement qu'on n'ait pas les mêmes problèmes cette année. Avec Harbaugh, qui est quand même expérimenté, il fait venir son assistant, son coordinateur, Chris Horton, qui est depuis 10 ans chez lui à Baltimore. Donc, bon, j'espère quand même là qu'ils arrivent à gérer correctement et qu'on n'ait pas des mecs, et que s'ils jugent qu'un mec est nul, et je pense qu'avec le punter c'est ce qui va être le cas, hein, c'est pas suffisant, notamment en termes de régularité, il est capable de te faire des booms de 90 yards et après te faire une chiasse de 12 yards et demi. Alors bon, voilà, espérons que ça s'améliore, et j'ai bon espoir quand même. Ce coaching staff, je pense qu'on en parlera au prochain podcast, mais il y a eu énormément d'arrivées, il y a eu des analystes, on a embauché 5 analystes. Alors ça, je crois que c'est pas quelque chose qu'on avait, ou ça devait être fait par des gars qui avaient déjà d'autres postes, mais là on a vraiment 5 mecs qui sont là pour la partie analyse. Strength and Performance, on a 9 mecs qui sont arrivés. Enfin, on a vraiment un coaching staff là de malades, avec des mecs dans tous les sens, vachement d'expérience partout. Arrête. Ça fait 6 ans qu'on dit sur le papier, on va tous les éclater, et puis après, là, arrête, ça suffit. D'accord. Sauf que toi, tu vas te faire mal, arrête. Harbaugh, ça fait 48 ans qu'il fait en sorte que l'équipe des Ravens est compétitive, donc on a le droit de se dire qu'il peut faire la même chose chez nous, quoi. C'est ça que je suis d'accord. On en parlera au prochain podcast. C'est l'espoir qu'on a, ouais. Notamment, la question qui revient souvent, c'est too many cooks in the kitchen. Est-ce qu'il n'y a pas voilà, c'est où nous on aurait tendance à dire plusieurs capitaines pour un bateau, c'est compliqué. Est-ce que ça ne va pas être le cas ici, avec trop de mecs qui ont trop d'expérience, qui vont se tirer dans les pattes? On en parlera au prochain podcast, ça va être intéressant. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, j'ai juste envie de dire que si on peut garder le kicker Ben Sauls, moi ça me... Ouais, je suis d'accord. Ouais. De ce qu'on a vu. Ouais. Et tu sais que ça m'a vachement rassuré, on avait déjà dit, mais quand Jackson Dart l'a vu kicker et qui dit waouh, putain, mais il est trop fort ce mec, le fait qu'un interne, un joueur dise ça, je trouve que c'est vachement cool, et qu'il doit avoir vraiment une diff par rapport aux autres kickers qui devaient être très moyens. Ouais. Très moyen, c'est gentil quand même. On a l'impression que toutes les équipes arrivent à trouver des mecs sortis de nulle part. Si nous on pouvait avoir avec Ben Sauls la même chose, ça serait. C'est surtout que, un mec comme Kou, moi j'étais limite content qu'on le récupère, parce que Atlanta, il faisait vraiment des bons trucs. Ouais, mais à la fin, il était nul, il faisait de la merde. Ouais, on l'a bien vu. Hein. Ouais. Bah ouais. Bon, en tout cas, voilà, on s'arrête là. Merci à vous deux pour le temps passé sur ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des likes, des pouces, des commentaires et nous supporter au maximum. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. À plus tout le monde. Salut. Salut. Ciao.